La voisine de M. Aknin, 69 ans, va appeler les services de police. Elle a découvert le corps de son voisin. Il est littéralement couvert de sang. Tous les intervenants sont frappés par la sauvagerie de la scène qu'ils découvrent. C'était encore plus particulièrement horrible de constater qu'un homme de cet âge avait été violé. On va se rendre compte que le sperme est celui d'un jeune mineur de 16 ans qui est Fawzi. À ce moment-là, tout le monde le cherche. Thierry est très inquiet car il n'a pas de nouvelles de sa mère, âgée de 88 ans. L'inquiétude a commencé à monter, effectivement. Il va découvrir le corps tuméfié de sa maman. La scène est d'une sauvagerie indescriptible. Elle a été tabassée à mort. Aucune douleur ne sera plus forte que ça. C'est vraiment très dur. La scène de crime va quand même beaucoup ressembler à la première scène de crime. Viviane a été violée. Le sperme qui est retrouvé porte l'ADN de Fawzi. L'auteur a 16 ans, la victime a 88 ans, elle a pratiquement 90 ans. 16 et 88, ça fait tourner la tête. Comment un mineur de 16 ans peut développer une envie sexuelle avec une dame de 88 ans? Alors le terme de tueur en série va immédiatement arriver. C'est un danger public, ce type. Il sort du cadre de l'humain normal. Il n'est pas comme un os. Je n'ai jamais rencontré un garçon d'une telle violence, qui inspirait une telle dangerosité. Il a la frénésie du mal. Qu'est-ce qui a bien pu, dans la vie de Fawzi, le conduire à s'en prendre à deux personnes âgées et surtout à les violer, à les tuer? Marseille, belle cité phocéenne. C'est à un peu plus d'1 kilomètre de son mythique vieux port que vit Jean Aknin dans un immeuble de la rue Chex. Âgé de 69 ans, il profite paisiblement de sa retraite. Monsieur Agnet était pharmacien à la retraite. C'est un homme qui était célibataire. Il avait une compagne qui est une dame au demeurant particulièrement charmante, mais il n'avait jamais voulu refaire sa vie ou faire sa vie parce qu'il est resté vieux garçon, donc il se voyait ponctuellement ou chez elle ou chez lui, mais c'est un homme qui vivait seul, qui ne faisait pas de bruit, qui menait une petite vie tranquille. Une petite vie tranquille, jusqu'au 19 décembre 2013. Ce jour-là, une des voisines de Jean Aknin est tracassée. Elle a noté quelque chose d'anormal lorsqu'elle est passée devant son appartement. Ce qui a attiré l'attention de cette voisine, c'est que la porte de l'appartement de M. Aknin était restée ouverte, ce qui n'était absolument pas dans les habitudes de son voisin. Donc elle est allée voir et elle a trouvé malheureusement une infortunée victime au sol. Elle découvre le corps sans vie de son voisin, gisant dans une mare de sang, dans son appartement. Il est 20h37 lorsque la voisine de Jean Aknin appelle paniquée les services de police. Une dizaine de minutes plus tard, les policiers, mais aussi les secours, envahissent ce quartier tranquille de Marseille. L'appartement de M. Aknin se situe dans une petite rue du 7e arrondissement, qui est un quartier agréable. C'est extrêmement calme, extrêmement tranquille. Il ne s'est jamais rien passé rue Chex. Pourtant, malgré la tranquillité de ce quartier, les policiers découvrent en pénétrant dans le domicile de M. Aknin une scène de crime sauvage. Tous les intervenants sont frappés par la sauvagerie de la scène qu'ils découvrent. Il y a du sang partout. Il découvre ce pauvre monsieur Agnet, couché sur le dos, une main écartée de son corps comme s'il voulait attraper le téléphone. Il y a la main sur le téléphone, la main qui est ensanglantée elle aussi, qui est posée sur le téléphone, donc on peut penser que véritablement il s'est vu mourir et qu'il a essayé d'appeler à l'aide. Il est couvert de sang. Il est littéralement couvert de sang. Et ce qui est le plus extravagant, c'est qu'il a son pantalon de pyjama qui est baissé. Il a encore son t-shirt ou son haut de pyjama remonté et le bas qui est baissé.
Le légiste qui est dépêché sur les lieux et qui accompagne les services de police intervenants va constater, en soulevant ce pull, de très nombreuses plaies. L'abdomen a été touché, le visage, également le cou. C'est un acte volontaire avec un objet pointu qui a été utilisé. Très rapidement, les services de police découvrent un ciseau ensanglanté qui pourrait correspondre à l'arme ayant causé les blessures retrouvées sur le corps de la victime. Les policiers sont frappés par la violence de cette scène de crime. Ils poursuivent alors leur constatation dans l'appartement à la recherche d'indices. On devine assez vite quand on voit la scène de crime qu'il y a une certaine agitation. Tout est déplacé. Tout a été fouillé, les tiroirs sont par terre, le sac de la victime est ouvert, etc. etc. Les premières déductions qu'on peut en tirer, c'est que c'est un cambriolage qui a mal tourné. L'appartement ne donne pas directement sur la rue, il est à l'intérieur d'une résidence. L'appartement se situe à un premier étage surélevé. Qui, de fait, est facilement accessible par une fenêtre. Et c'est sans doute par cette fenêtre que l'auteur des faits est arrivé sur les lieux. Les policiers procèdent à un relevé d'empreintes minutieux dans l'appartement, car parmi ces traces se trouve peut-être celle du meurtrier de Jean Aknin. Les enquêteurs espèrent également que l'autopsie qui est ordonnée dès le lendemain pourra les éclairer. Le médecin légiste va constater 36 plaies au niveau du cou, au niveau du buste et au niveau des fesses, occasionnées par une arme tranchante. Il y a eu un acharnement particulier sur la victime. Lorsqu'il y a acharnement, c'est rarement le fait de tueurs professionnels. Quelqu'un qui tue en s'acharnant ne sait pas tuer. Comme si l'assassin, sa seule volonté était de frapper et de frapper encore jusqu'à en être lui-même fatigué. Le médecin légiste va parler d'acharnement répété avec un objet tranchant, piquant. Lorsque les enquêteurs lui présentent le ciseau saisi sur la scène de crime, il estime qu'effectivement c'est compatible avec les blessures constatées. Selon le médecin légiste, Jean Aknin a été victime d'un meurtre particulièrement sauvage. Et la suite de ces constatations fait froid dans le dos. Le médecin légiste va découvrir et prélever dans la zone anale de M. Aknin du sperme. La victime a été violée. Au-delà de la violence de l'agression, de l'acharnement, c'était encore plus particulièrement horrible de constater qu'un homme de cet âge avait été violé. Ce sperme va être prélevé afin d'être comparé avec un éventuel ADN dont disposeraient les enquêteurs dans la base des empreintes génétiques. Il faudra attendre le 20 janvier 2014, soit un mois après le meurtre de Jean Aknin, pour que cet ADN matche avec un ADN déjà connu. Et lorsque les policiers découvrent l'identité de ce suspect, ils sont sidérés. On va se rendre compte que le sperme est celui d'un mineur, d'un jeune mineur de 16 ans, qui est Faouzi. Le fait que ce sperme soit identifié comme appartenant à un mineur de 16 ans, alors que la victime est un homme âgé de 69 ans, c'est ce qui va frapper toujours un peu plus les enquêteurs qui vont avoir le sentiment d'être dans une affaire exceptionnelle. Ça va matcher, bien évidemment, parce que Faouzi est connu déjà, malgré son jeune âge, des services de police pour toute une série d'infractions. Pour des faits de vol, pour des faits d'usage stupéfiant et pour des faits de violence. Mais en aucun cas pour des faits de nature sexuelle, ni de meurtre. Il est connu des services de police pour des faits qui sont des faits que je qualifierais de délinquance traditionnelle des mineurs. Faouzi, 16 ans, est désormais dans le viseur des enquêteurs pour des faits extrêmement graves. Viol et meurtre sur personnes vulnérables. Et les policiers marseillais n'ont pas fini d'être stupéfiés. Alors que l'ADN de Faouzi tourne encore dans leur fichier, ils découvrent que le mineur de 16 ans est impliqué dans une autre affaire particulièrement sordide elle aussi.
stupéfaction chez les enquêteurs, on va retrouver des traces de Faouzi chez une autre personne qui a également été cambriolée, qui est également une personne âgée, qui est une femme cette fois. Une dame d'un certain âge qui avait 78 et 80, quelque chose dans ce genre. Il va avoir le même comportement qu'avec le malheureux monsieur Aknin, puisqu'il va également violer cette vieille dame qu'il ne va pas tuer cette fois-là. Les policiers n'en reviennent pas. D'autant qu'ils découvrent, toujours grâce à son ADN, que Faouzi a également cambriolé et violé un autre homme âgé de 80 ans. Lui aussi n'a pas été tué. Ce qui se dessine progressivement, c'est le portrait d'un profil extrêmement inquiétant, puisque voilà une personne mise en cause dans des procédures qui concernent des personnes âgées, victimes de faits extrêmement violents, soit meurtre, soit viol. Il devient à ce moment-là extrêmement urgent de le localiser pour l'appréhender. Il va donc falloir le retrouver. À ce moment-là, tout le monde le cherche. Et il est évident que le banc et l'arrière-banc des services de police sont mobilisés. Le 20 janvier 2014, un mandat de recherche est émis. Et les forces de police donc ont sa photo. Et Faouzi va être interpellé dès le lendemain, le 21 janvier 2014, dans les rues de Marseille pendant la nuit. Il erre sur la voie publique. Faouzi, 16 ans, est immédiatement interpellé et placé en garde à vue. Maître Jean-Marc Montanaro est contacté dans la foulée par des proches de l'adolescent afin de l'assister face aux policiers. Je me rends à l'évêché, puisqu'il est détenu là-bas, l'évêché étant l'hôtel de police de Marseille. Je n'en sais strictement rien, si ce n'est que c'est une affaire criminelle. Et c'est à ce moment-là que je vais découvrir Faouzi, mon client. Et je vais avoir un premier choc à double titre. D'abord parce que c'est quelqu'un avec qui échanger va s'avérer quasiment impossible. C'est quelqu'un qui est dans un quasi-mutisme. Et je vais également découvrir quelqu'un, et je pense que même si c'est désagréable, on est obligé de commencer par là, qui a un physique qui peut choquer et qui peut même faire peur. Et c'est assez troublant parce que tant qu'il a son bonnet, on voit ses yeux, son visage assez fin, et dès qu'il enlève son bonnet, là, on se rend compte qu'il est complètement défiguré. Une moitié de son crâne est gravement brûlée. La partie du visage qui n'est pas touchée est magnifique. Mais à côté de ça, il a cette image qui renvoie qui fait peur. Et c'est le premier contact que je vais avoir donc avec mon client. Et bien entendu, il va rapidement être entendu par les forces de police et dans un premier temps, et c'est important, interrogé uniquement sur le meurtre. On va lui reprocher d'avoir tué ce monsieur dans un cambriolage. Point final. Il va être interrogé pendant des heures là-dessus. Jusqu'à un moment donné où il va être à la césure de l'interrogatoire, où on va lui dire « Mais la victime a été violée, tu as violé la victime ». Et là, ça va forcément basculer parce que ça va donner une autre vision de la culpabilité de Faouzi, beaucoup plus effrayant, beaucoup plus choquant et beaucoup plus incompréhensible. À la surprise des enquêteurs, Faouzi reconnaît les faits dès sa première audition de garde à vue. Il va alors leur livrer des aveux glaçants. Le soir des faits, à 2 h du matin, il va repérer l'appartement de M. Aknin allumé et va décider de le cambrioler. Son attention a été attirée par une fenêtre allumée. C'est assez étrange parce qu'on peut penser que quand on cambriole quelque part, on va essayer de cambrioler où il n'y a personne. C'est une des curiosités. Faouzi va indiquer qu'il a escaladé la façade, qu'il s'est retrouvé sur le balcon de M. Aknin, que la fenêtre, porte-fenêtre est ouverte. Il lui suffira de la pousser pour pénétrer dans le domicile, alors que M. Aknin est endormi dans son lit. Immédiatement, il va se livrer à une fouille complète de l'appartement, jusqu'à se rapprocher de la table de nuit, à proximité du lit. Et lorsqu'il va ouvrir le tiroir de cette table de nuit, M. Aknin l'a saisi par le bras. La victime lui a attrapé dans un geste de défense ou de peur, j'en sais rien, lui a attrapé le poignet. Faouzi va expliquer qu'à partir de ce moment-là, cela va déclencher chez lui une colère irrépressible
une haine, une rage qui va le conduire à frapper le vieil homme. Fawzi va dire à Monsieur Aknin « Bouge pas ou je te tue ». Il lui a demandé de se retourner et de baisser son pantalon. Fawzi va en faire de même. Là, je ne saurais vous expliquer la pulsion qu'il a pu avoir. Il s'est livré sur lui au fait que l'on connaît de viol. Fawzi ressent un sentiment de haine et de rage qui va le conduire à se saisir d'un ciseau présent sur la table de nuit. Une frénésie va s'emparer de lui et il va porter un nombre de coups dont il n'aura même pas conscience. Alors on va essayer de minimiser un peu son geste. Il va dire « J'étais bourré, j'avais la rage, j'étais dégoûté par ce que je faisais. J'étais écœuré, j'avais honte. » Son forfait accompli, Fawzi explique qu'il a laissé Monsieur Aknin agonisant. Son butin en poche s'élèvera à 100 €. Il ira ensuite dormir chez un de ses amis à qui il ne dira rien et fera comme si rien ne s'était passé. Même pour des enquêteurs aguerris, expérimentés, habitués à des scènes d'une rare violence, ce qui les saisit, c'est la scène que décrit Fawzi, un mineur de 16 ans avec un homme de 69 ans. L'auteur des faits, c'est quand même un garçon de 16 ans. Et la difficulté, c'est que forcément, il ne va pas être traité comme un enfant de 16 ans. C'est-à-dire que ce qui va primer sur l'enquête, ce n'est pas l'âge du mineur, c'est l'horreur des faits. Et on va finir par oublier qu'il a quand même 16 ans. Ce qui frappe, c'est l'espèce de détachement par rapport à des faits extrêmement graves, comme s'il ne mesurait pas toute l'ampleur de l'horreur qui a été commise. À l'issue de sa garde à vue, Fawzi est mis en examen et incarcéré dans un EPM, un établissement pénitentiaire pour mineurs. Le juge d'instruction va ordonner des expertises psychologiques et psychiatriques de Fawzi afin de savoir qui est cet adolescent devenu violeur et meurtrier de personnes âgées. Mais tout cela prend du temps. En attendant, une autre affaire mobilise les enquêteurs dans un autre arrondissement de Marseille. Cette affaire commence le 25 décembre 2013, 5 jours avant le meurtre de Jean Aknin. Ce jour-là, Thierry est très inquiet. Il est sans nouvelles de sa mère, Viviane, âgée de 88 ans. Thierry avait l'habitude tous les matins de venir prendre le petit déjeuner avec sa maman à la boulangerie du coin. C'était un rituel. Effectivement, tous les matins, on se téléphonait avec maman à 7h moins le quart. Et on se donnait rendez-vous à une boulangerie qui était à 300 mètres de chez elle. On prenait un café, elle prenait son chocolat chaud et ses croissants. C'était un moment convivial, sauf que quand j'ai téléphoné le 25 au matin, elle n'a pas répondu ce matin-là, maman. Comme sa mère ne répond pas au téléphone, il se rend à son domicile, il en a les clés, il pénètre dans ce domicile et cherche sa mère. Et bizarrement, voit qu'elle n'est pas dans l'appartement. Je ne l'ai pas trouvée. Alors j'ai cherché un peu vite, mais quand je suis arrivé dans l'appartement, j'ai relevé un désordre improbable, enfin très surprenant. Vraiment un désordre complètement inhabituel. Je me suis dit, maman doit être très désorientée. Elle a dû avoir une soirée mouvementée, parce que c'est vrai que c'était le lendemain de la soirée du réveillon. Je me suis dit, bon, elle a renversé des choses, elle a cherché des choses, et elle doit être perdue dans la rue Paradis. Ne la trouvant pas dans l'appartement, il est ressorti dans la rue. Il fait le tour du quartier, demande à la boulangère si on l'a vu, à l'épicier si on l'a vu. Personne ne l'a vu. J'ai cherché dans la rue pendant plusieurs dizaines de minutes, et je suis retourné à l'appartement, et je suis allé dans la chambre à coucher. Il va découvrir au sol une couette qu'il va soulever. Donc l'inquiétude a commencé à monter, effectivement. Il va découvrir sous cette couette le corps tuméfié de sa maman. Il va trouver sa mère ensanglantée, morte, nue. J'appelle police secours. Bien qu'on soit le 25 décembre, les secours arrivent très rapidement, ainsi que la police d'ailleurs.
Mon épouse arrive pour me soutenir, parce que c'était un moment très, très douloureux, quoi. Je suis allée. Bon, sur le coup, on n'a pas compris, hein. On a cru qu'elle était tombée. J'imagine que maman a glissé, qu'elle est tombée. Au départ, on a pensé qu'à l'accident. Elle aurait pu avoir un traumatisme crânien, tomber sur un traumatisme crânien. C'est qu'après qu'on a réalisé l'horreur, quoi. Quelques minutes après l'appel de Thierry, les policiers et les secours arrivent sur les lieux. Et en pénétrant dans l'appartement de Viviane, ils découvrent en réalité une scène de crime insoutenable. Quand les policiers arrivent sur les lieux, ils s'aperçoivent que la scène est d'une sauvagerie indescriptible. Ce qui frappe, c'est Viviane, 88 ans, en position fétale. On la découvre dénudée, recroquevillée sur la robe qu'elle portait la veille lorsqu'elle fêtait Noël en famille. Elle a été manifestement tabassée à mort. Elle était bleuie par les coups. C'est une scène d'une rare violence, choquante. Tout de suite, on comprend ce qu'a pu subir cette vieille dame. Les policiers ne veulent rater aucun indice qui leur permettrait d'identifier le bourreau de Viviane. Alors il passe son appartement au peigne fin. L'appartement de Viviane était dans un désordre indescriptible. Tous les tiroirs avaient été renversés par terre. Son appartement est sans dessus-dessous. Il semblerait qu'il ait été cambriolé. Dans l'esprit des policiers à ce moment-là, c'est le cambriolage qui tourne mal, ça va pas beaucoup plus loin que ça. À ce moment-là, les policiers ne font absolument pas le lien avec l'affaire Jean Acquenin, survenue 5 jours plus tôt. D'autant que ce n'est pas le même service qui est mobilisé sur cette affaire. Car Viviane habite dans un arrondissement différent. Cet appartement se situe rue Paradis à Marseille, qui est sans doute une des rues les plus huppées de Marseille. Viviane vivait dans un appartement d'une résidence cossue, au rez-de-chaussée, avec une petite terrasse donnant sur un jardin. C'était bien pour ses chats, parce que maman avait des chats, et donc les chats pouvaient en profiter. J'étais très très contente d'être à cette place-là. Le quartier n'est pas du tout en proie à une délinquance. C'est un environnement sécurisant, cet endroit-là. Les policiers inspectent les portes et fenêtres de Viviane. Ils ne notent aucune trace d'effraction. Mais en interrogeant ses proches, ils vont vite comprendre par où s'est introduit son voleur et meurtrier. Viviane a l'habitude de laisser la fenêtre de sa terrasse entrouverte pour que les chats puissent rentrer chez elle, boire et manger, parce qu'elle adorait les animaux. Maman laissait souvent son volet aux 3/4 fermé, donc un quart ouvert, et donc on pouvait soulever relativement facilement le volet et pousser la porte-fenêtre pour pouvoir rentrer dans la maison relativement assez facilement. Vous lui disiez attention, ferme ta porte, fermez pas. Elle laissait ouvert pour ses chats et voilà. Afin de comprendre ce qui a bien pu se passer, les policiers vont reconstituer l'emploi du temps de Viviane le 24 décembre, jour de sa mort. Le 24 décembre, Viviane va passer le réveillon chez son deuxième fils. Elle est venue passer le repas avec mon oncle, ma tante, les enfants. Donc super heureuse, quoi. Super heureuse parce que c'est quelqu'un qui adorait les fêtes en plus. Donc, Ma nièce ramène maman à minuit passé. Elle l'amène jusqu'au palier de la porte. Et effectivement, maman rentre dans l'appartement qui semble vide à ce moment-là. Elle n'a pas vu de désordre apparent. Ma grand-mère, comme elle a son habitude, elle l'a embrassée et puis elle est partie se coucher. Elle l'a laissée sur le pas de la porte. Fait terrible, Viviane a certainement été agressée en rentrant du réveillon de Noël qu'elle venait de passer avec sa famille. Une famille dont elle était le pilier. Ma mère, c'est une institutrice dont la vocation était vraiment l'instruction des enfants. Donc elle a passé toute sa carrière avec un seul métier,
institutrice, puis directrice d'école, mais c'était toujours l'éducation des enfants. 40 ans d'enseignement, quelqu'un de cultivé comme c'est pas possible en fait. Maman était très instruite. À chaque fois que j'avais le moindre souci, je lui donnais un petit coup de fil, comment on accorde tel adjectif, comment on écrit tel mot. Dès que j'avais la moindre question, je pensais tout de suite à maman. Elle était adulée par tous les membres de sa famille, et notamment par ses petits-enfants. Et le seul souvenir que j'ai de ma naissance, c'est ma grand-mère, parce que j'ai toujours vécu chez elle, voilà, depuis la naissance. La plus belle chose qui me soit arrivée dans ma vie, c'est que ma grand-mère, elle m'ait élevée. Je trouve que c'est la femme de ma vie, hein. C'est l'amour de ma vie. C'était une grand-mère comme tout le monde aime en avoir. Maman, c'était quelqu'un de généreux, quelqu'un de gai. Elle adorait chanter, elle adorait la poésie. C'était quelqu'un de juste, vraiment, et puis qui avait un cœur, c'est pas possible, quoi. Quand vous avez quelqu'un devant vous qui n'a pas une once de méchanceté, qui a que de la tendresse, de l'amour à donner, ben voilà, ça se sent tout de suite. Et elle... C'est pourtant cette grand-mère sans histoire et appréciée de tous qui a été sauvagement assassinée. Le constat du médecin légiste qui l'a examinée est effroyable. Ce que va constater le légiste, c'est de nombreux coups portés sur l'intégralité du corps de Viviane. Elle a été manifestement étranglée et battue à mort. C'était une dame de 88 ans, elle était frêle, elle ne pouvait pas véritablement se défendre. Le moindre coup de vent l'aurait fait tomber, si vous me pardonnez la métaphore. Manifestement, la personne qui l'a assassinée n'était plus en état à ce moment-là de se maîtriser. Elle voulait détruire. Elle a subi le pire sort qui pouvait arriver, en plus à quelqu'un qui a confiance dans la nature humaine, quoi. Donc c'est quelque chose qui est désespérant. Mon Dieu, mais comment c'est possible? C'est un building que vous prenez sur la tête, quoi. Je me suis liquidifié, quoi. C'est trop brutal comme perte, hein, donc c'est vraiment très dur. Déjà, il y a la symbolique, nous sommes le jour de Noël. Et maman a été assassinée le jour de Noël. Au-delà du fait qu'elle soit morte de manière particulièrement violente, il y a le jour de Noël. C'est-à-dire que c'est une famille qui ne pourra plus jamais fêter Noël et c'est quelque chose d'extrêmement douloureux. Une fois l'autopsie réalisée, Viviane va être enterrée sans qu'il n'y ait d'expertise, d'analyse plus poussée sur son corps. Ils n'ont pas fait le rapprochement avec Faouzi, avec le dossier Aknin, puisque c'était 20 décembre d'un côté, 24 décembre de l'autre. Donc on est à 4 jours, les services ne sont pas connectés entre eux, c'est pas le même service qui intervient sur les lieux. Mais finalement, 28 jours après les obsèques de Viviane, les policiers marseillais font enfin un rapprochement entre le meurtre de Jean Aknin et celui de Viviane. La scène de crime elle-même va quand même beaucoup ressembler à la première scène de crime. C'est pourquoi, finalement, dans un second temps, il va y avoir un lien qui va être fait avec la première affaire. Les policiers qui ont traité le dossier Aknin font le rapprochement à partir du moment où les investigations n'ont pas été complètes. Les policiers vont se poser la question de savoir si, au-delà de l'assassinat et de l'acharnement des coups, il n'y a pas également un problème de viol, qui jusque-là n'avait traversé l'esprit de personne. On n'a pas du tout envisagé à l'époque de viol. La personne est très âgée, beaucoup plus âgée d'ailleurs que la première victime, qui est de 90 ans. On peut comprendre qu'il n'est pas concevable ou imaginable qu'en plus des violences subies, Viviane, âgée de 88 ans, a également été victime d'un viol. Les circonstances sont tellement exceptionnelles que les enquêteurs ne peuvent pas faire l'économie de vérifier s'il existe un lien entre ces deux affaires. On me dit qu'il faut exhumer le corps de maman pour faire d'autres recherches. L'exhumation de Viviane va être ordonnée. Il va falloir la déterrer. Donc on procède à cette exhumation, même si c'est très dur, même si c'est très douloureux, et on va découvrir que maman n'a pas seulement été étranglée. La seconde autopsie va confirmer les craintes
des enquêteurs, à savoir que là aussi, il y a eu un viol. Ça dépasse tellement l'entendement qu'on puisse arriver à de telles extrémités sur une dame de 88 ans. J'ai hurlé au fond de moi, mais je le sais, mais j'ai hurlé, mais j'ai eu un cri sourd, quoi. Je le sais, j'ai hurlé, je l'ai senti au fond de mes entrailles que j'hurlais. Je le sentais, j'avais mal. Il m'est venu une crampe. Aucune douleur ne sera plus forte que ça. Ce prélèvement de sperme est analysé, passé au fichier des empreintes génétiques et il va matcher avec l'ADN de Fawzi. À ce moment-là, Fawzi est en prison. Son ADN a matché. On sait que c'est lui le violeur de Viviane. Fawzi, 16 ans, est immédiatement extrait de l'établissement pour mineurs dans lequel il est détenu depuis l'affaire Aknin. Il est une nouvelle fois placé en garde à vue à l'évêché de Marseille. Mais cette fois-ci, c'est maître Nicolas Berthier qui va le représenter. Il a une attitude de défiance. Il ne me connaît pas. Il était dans une conduite d'évitement. Les policiers s'attendent à ce moment-là à ce que son attitude soit la même qu'au cours de sa première garde à vue, où il a absolument tout reconnu en ce qui concerne M. Agnet, où il a même revendiqué ses actes. Et très très curieusement, ce garçon va absolument tout contester. Il va reconnaître qu'il commet des cambriolages de façon habituelle, mais en aucun cas il va reconnaître avoir cambriolé l'appartement de Viviane. On peut dire que l'ambiance est un peu électrique. Les enquêteurs essayent de le faire parler. Il y a une vraie tension. Dans la salle de garde à vue, la tension est palpable. Fawzi ne lâche rien. Alors les policiers lui mettent la pression. Et cela va payer. Lors de sa 3e audition, Fawzi craque. Fawzi va reconnaître que le 24 décembre au soir, il cherchait un appartement à cambrioler. Ça va lui donner l'idée de se rendre dans cette résidence. Et c'est lorsqu'il va entendre le chat de Viviane miauler que son attention va être attirée par ce volet roulant ouvert. Il a vu à ce moment-là le chat de Viviane pénétrer dans son logement par cette ouverture qu'elle avait laissée sous ce volet roulant. Et c'est là qu'il va décider de pénétrer dans cet appartement par cette ouverture, accompagné d'un de ses amis mineurs également. Ce garçon va prétendre qu'il n'était pas seul, qu'il était avec un de ses camarades. Ce qu'explique Fawzi, c'est qu'ils sont entrés dans l'appartement, ils ont fouillé l'appartement, qu'ils ont fait du bruit, que ça a réveillé Viviane. Ce que déclare Fawzi, c'est que immédiatement, son ami s'est emparé de Viviane, lui a porté des coups pour la violer, que lui, Fawzi, serait pas dans la pièce dans laquelle ce viol aurait été commis, que son ami, ayant terminé, lui aurait indiqué c'est bon, j'ai fini, et que c'est à ce moment-là que Fawzi lui-même serait allé ensuite commettre un second viol. Fawzi nous dira que c'est ce camarade qui a violé Viviane et qu'il ne la violera lui-même, mais qu'après pour faire comme son petit collègue. Il va déclarer que Viviane a essayé de se débattre à ce moment-là, qu'elle l'a supplié d'arrêter. Une fois ce second viol commis, Fawzi va indiquer qu'ils sont partis. Ils ont laissé Viviane vivante, agonisant mais vivante. Contrairement à ses aveux dans l'affaire Aknin, Fawzi affirme qu'il avait un complice. Un ami qui est également mineur. Les policiers placent immédiatement cet ami en garde à vue et s'aperçoivent très vite que Fawzi les mène en bateau. Cet adolescent n'a rien à voir dans cette affaire. Toutes les vérifications sont faites et ce que constatent les enquêteurs, c'est que ces accusations ne tiennent pas, son ADN n'apparaît pas, il a un alibi, son téléphone ne borne pas, en aucun cas son ami n'était présent avec lui le soir des faits commis à l'encontre de Viviane. Et malgré tout, au fil des auditions, Fawzi impliquera son ami
Ce qui peut interroger, c'est la différence de positionnement de Fawzi par rapport à sa reconnaissance des faits. Elle est entière et immédiate s'agissant de M. Aknin. S'agissant de Viviane, il va contester. Alors ça interpelle la différence entre ces deux affaires, entre ces deux temps de garde à vue, c'est qu'il a été incarcéré entre la procédure qui concernait M. Aknin et celle qui concernait Viviane. Ça a été une affaire très médiatique, sans doute que le traitement qu'il a reçu au sein de l'établissement pour mineurs lorsqu'il a été incarcéré pour cette première affaire, l'a conduit à s'inscrire dans une attitude de dénégation pour ne pas que ses co-détenus ne viennent lui chercher un peu plus querelle, alors que c'était déjà très compliqué pour lui le temps de la détention suite à cette première incarcération pour les faits concernant M. Aknin. On sait quel sort est réservé lorsqu'il s'agit d'une personne mise en cause pour des faits de viol commis à l'encontre d'une personne âgée et qu'il s'agit de porter ce fardeau au milieu de co-détenus mineurs. C'est une procédure qui échappe à l'entendement des adultes. Alors on peut se dire que la capacité de compréhension de mineurs est encore moins importante et ça a été pour lui très difficile à vivre. Je n'oublie pas qu'il est l'auteur et qu'il y a des victimes, parties civiles dans ce dossier, mais le temps de détention a été très compliqué pour lui. Clairement, il était le violeur et le tueur de vieux. On avait atteint le comble de l'abominable. On avait surtout atteint le comble de l'inexpliqué et de l'inexplicable. Qu'un enfant, parce que je suis désolé, à 16 ans on n'est pas un adulte, qu'un enfant soit capable de ce type de comportement. Ce qui choque, c'est le viol des personnes âgées. Et j'allais dire quelque part, plus que leur meurtre. L'auteur a 16 ans, la victime a 88 ans, elle a pratiquement 90 ans. 16 et 88, serait-ce qu'en posant les deux chiffres, ça fait tourner la tête. Mais comment un mineur de 16 ans peut développer une envie sexuelle avec une dame de 88 ans? Là, ça dépasse tout entendement, quoi. C'est irréel, quoi. C'est pas possible. J'ai toujours du mal à y croire aujourd'hui. Hein. On est interloqué, on n'a pas de mots, enfin, moi je ne trouve pas les mots d'ailleurs, devant cette aberration. On ne peut pas imaginer qu'un mineur ait pu faire ce genre de choses à une dame de 89 ans. Ça dépasse l'imagination. Ce qui me fait le plus mal, moi, c'est ce qu'elle a vécu, quoi. Parce qu'on ne peut pas s'empêcher de créer le scénario, en fait. C'est ça qu'on vit mal. C'est qu'elle ait souffert. Moi, j'aurais préféré le cambriolage avec le coup tout de suite. Enfin, j'aurais préféré quelque chose de bref. En fait, j'aurais préféré qu'elle soit là, surtout. Mais dans l'absolu, qu'elle souffre pas. Quand on sait que ça a duré presque 2 heures, ça me fait mal. Moi, à mon âge, je me dis, j'ose même pas imaginer ce que ça fait. À 88 ans, pour tout le monde, de toute façon, mais c'est violent. C'est ingérable. Moi, j'ai passé des nuits, j'arrivais plus. J'étais... Et ça m'épuisait, j'étais à bout de force. Je me réveillais, je hurlais. Il n'y a rien qui va vous soigner, en fait. En fait, il faudrait qu'on vous efface la mémoire. Moi, la seule chose qui pourrait me sauver aujourd'hui, c'est qu'on m'efface la mémoire, quoi. Mais sinon, maintenant, je vais vivre comme ça toute ma vie. Il est hors des questions qu'elle soit toute seule à avoir subi. Alors que la famille de Viviane et les policiers sont effarés par les faits épouvantables commis par cet adolescent, lui, étonnamment, ne montre absolument aucune émotion. Ce qui frappe, c'est lorsqu'il livre son récit d'un ton monocorde. Il n'y a pas de larmes, il n'y a pas de regret, il n'y a pas de tremblement dans la voix. Alors le terme de tueur en série va immédiatement arriver. D'aucuns se posent la question de savoir ce qui se serait passé si Fawzi n'est pas interpellé le 21 janvier 2014. Je suis de ceux qui pensent qu'il y aurait eu d'autres affaires.
Je pense qu'il était lancé dans une randonnée sauvage. Je suis certain qu'il aurait continué parce que là, il ne s'arrêtait plus. Monsieur Haguenin, 19 décembre, Viviane dans la nuit du 24 au 25, et 2 autres personnes qui ont été violées à la même période de l'année, qui avaient 78 et 80, quelque chose dans ce genre. Donc, on n'allait plus l'arrêter, quoi. C'est un danger public, ce type. C'est un danger public qui assassine et viole froidement les gens sans que, quelque part, le moindre regret ne l'effleure. Il sort du cadre de l'humain normal. Il n'est pas comme nous, ce gosse. On va se retrouver dans une situation où il faut savoir ce qui conduit Fawzi à faire ça. Parce que s'il l'a fait 2 fois, effectivement, c'est qu'il y a une constante. Qu'est-ce qui a bien pu, dans la vie de Fawzi, le conduire à s'en prendre à 2 personnes âgées, à 2 personnes qu'il ne connaissait pas, et surtout, à les cambrioler, à les violer, à les tuer. La seule réponse, on se trouvait dans la personnalité de Fawzi et dans son passé, pour savoir ce qui a bien pu, dans son passé ou dans sa personnalité, le conduire à faire ça. Fawzi est né à Marseille, d'un père tunisien, d'une mère marocaine. Il a 3 frères aînés et une petite sœur. La genèse de cette procédure, c'est le 23 janvier 2004. Fawzi est alors âgé de 6 ans. Et en réalité, sa mère et un de ses frères sont placés en garde à vue pour des faits de vol ou d'escroquerie. Et il y a un signalement indiquant que 2 petits-enfants sont au domicile familial. Donc les services de police interviennent et ils vont découvrir Fawzi, 6 ans, et sa petite sœur, 3 ans. Ils vont arriver dans un appartement dans un état d'insalubrité, de crasse, de saleté, qui leur feront écrire que le sol est jonché de détritus, que les enfants sont insuffisamment vêtus, et immédiatement, les enfants vont être pris en charge, puisque dès le lendemain, ils vont être placés en foyer. À leur arrivée en foyer, on va découvrir des stigmates de blessures récentes ou anciennes, des traces de coups. Pour moi, ce dossier a commencé à ce moment-là, puisqu'il va révéler à ce moment-là de graves carences affectives, éducatives, matérielles, dans lesquelles ces petits-enfants ont été découverts. Les policiers se plongent dans l'enfance de Fawzi et découvrent que dès son plus jeune âge, il a été victime de violences terribles. La mère de Fawzi le battait régulièrement avec des planches, avec des bouts de bois, avec des prises électriques. Fawzi, c'est un garçon dans sa prime enfance qui a été ébouillanté par une casserole de lait. On soupçonne que ça ait pu être volontaire. Alors, interrogé, sa mère décrira un accident domestique. D'autres de ses éducateurs qui l'ont connu plus profondément diront que peut-être un de ses frères aurait versé volontairement une casserole de lait bouillante sur son crâne, ce qui aurait occasionné de très importantes blessures. On ne sait pas s'il avait 18 mois ou 3 ans, le flou préside. Le fait qu'il ait été brûlé très sévèrement l'a conduit à être hospitalisé, à être opéré avec un traitement qui consistait à placer sous la peau de son crâne brûlé un ballon, comme un ballon de baudruche qu'il fallait gonfler régulièrement pour que la peau se développe sur ce ballon. Ça a été extrêmement douloureux, il a eu des maux de tête pendant très longtemps, sans que sa mère devienne à son chevet. La mère ne sera jamais présente avec son fils, elle ne passera aucune nuit au chevet de son fils. Je pensais à ce petit enfant seul dans la nuit à l'hôpital, le crâne déchiré, qui appelait sa maman et cette maman qui venait jamais. Fawzi va devoir apprendre à vivre et surtout grandir avec les terribles stigmates provoqués par cette casserole de lait chaud renversée sur lui. On sait que de base, d'habitude, d'ordinaire, les enfants sont très durs entre eux. Lui, Fawzi, a dû grandir avec cette image, ce crâne brûlé, cette main brûlée, qui faisait que les autres enfants l'appelaient le monstre. Il a dû
grandir avec cette image qu'on lui renvoyait de lui, sans qu'il y ait une figure maternelle ou paternelle qui ait été suffisamment rassurante, réconfortante, pour peut-être atténuer les critiques qui étaient formulées à son encontre. La famille de Viviane, les personnes que j'ai défendues, ne pourront jamais admettre que l'enfance de ce gosse est peut-être une des causes de ses passages à l'acte. On découvre tous ses antécédents et toute sa vie. Et c'est vrai que c'est extrêmement douloureux. À mon avis, quelle que soit l'enfance de la personne, ça ne peut pas expliquer une telle violence auprès d'une personne de 89 ans. Je ne peux pas le comprendre, ça. Enfin, ça, moi, je n'arrive pas à le comprendre. On sent bien qu'on cherche à trouver une circonstance atténuante ou quelque chose qu'il aurait vécu qui l'a mené à faire ça. Pour dire, non mais, s'il a fait ça, c'est parce que. Bon, ben, pour moi, c'est pas parce qu'ils ont vécu dans un foyer, c'est pas parce qu'ils ont eu un parcours scolaire chaotique, c'est pas parce qu'ils ont été battus par leurs parents. On peut être en foyer et ne pas avoir l'idée d'aller violer une femme de 88 ans et de la tuer. Hein. Et je pense pas qu'il était victime de violence d'une personne de 89 ans non plus pendant son enfance. Et qu'il soit défendu, qu'on lui trouve certaines excuses, je peux le comprendre, même si c'est difficile. Fawzi est retiré du foyer de sa mère et pris en charge par les services sociaux à l'âge de 6 ans. Et 2 ans après son arrivée en foyer, son comportement devient inquiétant. Très vite, les éducateurs vont relever des comportements sexuels inappropriés du très jeune Fawzi, puisqu'il a 7 ou 8 ans, à l'encontre de ses camarades. C'est vrai que, quelque part, déjà, ça attire l'attention sur une déstructuration mentale. On n'est pas dans la délinquance. Je suis désolé, mais à 8 ans, c'est choquant. Mais ce n'est pas un acte de délinquance. Quand on va l'interroger sur cet épisode-là, il va dire que lui-même a subi des attouchements ou un viol d'un membre de sa famille quand il était enfant. Fawzi, il va déclarer que lorsqu'il était à son domicile, encore sous la garde de sa mère, lorsqu'elle s'absentait, ce qu'elle faisait régulièrement, il était seul en compagnie de ses grands frères, ses 3 grands frères, et qu'avec eux, il regardait des films pornographiques. Et il dira que l'un d'eux l'emmenait ensuite dans la chambre afin de lui imposer des actes de pénétration sexuelle. Lorsque Fawzi révélera ces faits, c'est l'éducateur qui l'écrit, il est en larmes. Une enquête a été diligentée 2 ans après la révélation de ces faits. Le frère a été placé en garde à vue, il a contesté. Il n'y a pas eu d'autres éléments qui permettaient de dire que ces faits avaient été commis ou pas. L'affaire a été ensuite classée. Même si cette affaire a été classée sans suite, faute de preuves, Fawzi a toujours affirmé avoir été régulièrement violé par son grand frère. Et pour ses éducateurs qui s'occupent de lui en foyer, il ne fait aucun doute que cet enfant présente de graves troubles. Il y a également un événement qui est rapporté, qui peut paraître également très symbolique, c'est que lors d'une des multiples opérations de reconstruction qu'il a eues lorsqu'il était enfant, ses éducateurs vont lui faire un cadeau. Ce cadeau, c'est une poupée. Et cette poupée, il va la peindre en rouge, qui est la couleur la plus agressive qui soit, et il va l'éventrer. Et là encore, il n'y a même pas 10 ans. Ça interpelle, bien sûr, puisque d'abord, une poupée, c'est un jouet. Un enfant joue avec, mais lui, lorsqu'il joue, il éventre. Il la défigure et il la torture. Ce qui interpelle, c'est que plus tard, il va commettre les mêmes faits sur des personnes réelles. C'était quand même, me semble-t-il, un signal d'alarme. Et malheureusement, force est de constater que tout ce qui a pu être fait après dans le suivi de Fawzi a été malheureusement d'une inutilité effroyable. Fawzi est un enfant en souffrance, complexe. La vie au foyer avec les autres enfants placés est difficile. Et aucune famille d'accueil n'a pu s'occuper de lui sur le long terme, car il est ingérable.
La réalité, c'est qu'aucune structure dans laquelle a été hébergée Fawzi jusqu'à présent, que ce soit en foyer, en famille d'accueil, n'ont réussi à l'accueillir, on va dire, convenablement. Les précédentes expériences qu'il y a pu avoir, que ce soit au sein de foyers ou de familles d'accueil, ont été émaillées de nombreux incidents, de fugues, de faits de violence. Il a des problèmes d'accès de violence, on ne sait plus comment faire. De telle sorte qu'il n'a plus été possible de l'accueillir dans ces structures. Alors, à l'âge de 16 ans, un mois à peine avant qu'il ne devienne un violeur et meurtrier de personnes âgées, les services sociaux vont prendre une décision étonnante. Il est domicilié dans une chambre d'hôtel située dans le 2e arrondissement de Marseille, mise à sa disposition par la direction de la maison de l'enfance et de la famille. Et décision a été prise de le placer dans cet hôtel, seul, à 16 ans, livré à lui-même. C'est-à-dire qu'il va se retrouver, c'est tout à fait possible, c'est tout à fait légal, dans une situation paradoxale où il est suivi, où il est juridiquement placé, mais où, pour des raisons de compatibilité avec les autres personnes placées dans le foyer, on le laisse vivre dans un hôtel où il va avoir de fait une liberté pour un enfant de 16 ans. Il mène sa vie, il a des tickets restaurants pour manger, il rentre à l'hôtel à peu près quand il veut, il jouit d'une liberté totale. Alors, il doit rendre des comptes à des éducateurs, dont il se fiche éperdument, et point final. Et on peut se demander si, dans le cas particulier d'un garçon qu'on savait avoir déjà un passé délinquantiel, qu'on savait capable d'accès de violence, eh bien là, il est de fait en liberté totale. Et il jouit surtout d'une indépendance qui ne correspond pas au statut qui lui est assigné par les mesures prises au nom de l'enfance. C'est quelque chose qui est assez incompréhensible. Et on a l'impression que c'est une âme perdue qui erre, comme il errait dans cet appartement que je vous ai décrit le 27 janvier 2004. Voilà, ce petit garçon qui erre, sans cadre, sans repère, sans rien, ballotté d'institution en institution, jusqu'à ce qu'à 16 ans, parce qu'on ne sait plus quoi faire, parce qu'on n'a pas le temps, on n'a pas les moyens, on lui dit, ben voilà, on va te mettre dans un hôtel, place de la Joliette, à Marseille, seul dans cet hôtel, avec des tickets restaurants comme moyen de subsistance. Mais c'est quoi le projet de vie? C'est quoi le cadre? Qu'est-ce qu'on fait de ces journées? Je me projetais, je m'imaginais à sa place, je me réveille le matin et je me dis, qu'est-ce que je fais à 16 ans, seul dans cet hôtel, alors que j'ai un énorme problème d'abandon et de carence affective et familiale. Ben rien. Ce rien, je pense qu'il l'a compensé par les copains d'infortune, son qu'on retrouve pour aller traîner dans la rue toute la journée. En traînant, quand on a son âge, qu'est-ce qu'ils font la plupart, malheureusement? Enfin, je ne veux pas être dans des stéréotypes, puisque chaque cas est individuel, mais on fume du cannabis pour meubler sa journée, parce que de toute façon, il n'y a pas de repère, on n'a pas d'argent non plus, on a des tickets restaurants pour se nourrir. Mais voilà, on ne se nourrit pas intellectuellement, il n'y a rien. Donc il faut traîner, se payer son cannabis. Si on paye son cannabis, les tickets restaurants, ça ne le paye pas. On commet des cambriolages, parce que les copains d'infortune commettent des cambriolages aussi. Finalement, c'est presque une équation. La délinquance et le crime, c'est une équation. Vous additionnez des facteurs, vous les multipliez par d'autres et vous soustrayez l'essentiel qui est l'amour et le projet de vie. Il reste quoi? Il reste rien que quelqu'un qui va commettre peut-être de la délinquance pour donner un sens à sa vie. Je la légitime pas, cette délinquance. Certains, avec le même profil, arrivent à s'en sortir et heureusement, parce que ça, c'est l'humanité. Mais qu'on soit en victime, en partie civile, du côté de l'accusation, du côté défense, on peut que regretter tout ça, parce que c'est à cause d'un peu de tout ça qu'ont été commis les faits qu'on lui reproche, et donc des grands malheurs. On découvre que c'est un vrai délinquant qui est connu des services de police et qui vit un petit peu comme il le souhaite, et qui est un peu laissé à lui-même, complètement abandonné de sa famille et livré à lui-même dans la grande ville. Ça va également favoriser cette rupture totale, cette dérive. Il a des rendez-vous avec des assistantes sociales, il n'y va plus. Alors, c'est toujours pareil, c'est la poule et l'œuf. Est-ce que c'est parce qu'il était à l'hôtel qu'il n'y est plus allé? Est-ce qu'il n'y est pas allé parce que de toute façon il se serait échappé? J'en sais rien. Mais toujours est-il qu'il y a une carence incontestable. Mais manifestement, il n'y a pas eu de suivi.
Il était seul dans la nature, il allait plus au rendez-vous, on l'a donc laissé dans une chambre tout seul, il n'a jamais été véritablement contrôlé. Et peut-être que s'il avait été contrôlé, on aurait évité les assassinats. Je suis à peu près certain que l'assistante sociale qui devait le contrôler ne l'a pas fait volontairement. Elle était surbookée, comme ils le sont tous. C'est une cocotte minute, quoi, qui allait exploser. Et je pense que les gens, malheureusement, le savaient. Les éducateurs qui l'ont croisé l'ont su, mais n'avaient pas à disposition de moyens ou de structures pour s'occuper de lui. On a compris que l'ensemble des services avait complètement baissé les bras. Chacun se refilait la patate chaude et personne vraiment ne prenait en main ce garçon. Et il est arrivé ce qui est arrivé. Depuis le début de cette affaire, la personnalité de Fawzi désarçonne les enquêteurs et le juge d'instruction. Alors, pour comprendre à qui ils ont affaire, des expertises psychologiques et psychiatriques sont ordonnées. Le docteur Michel Dubec est expert psychiatre. Il a expertisé des milliers de criminels, dont le tueur en série Guy Georges. Et c'est lui qui a été mandaté dans cette affaire pour expertiser Fawzi. Il peut ainsi nous éclairer sur la personnalité de cet adolescent qu'il n'est pas prêt d'oublier. Je me rappelle encore aujourd'hui, ça c'est sûr, parce que je n'ai jamais rencontré un garçon d'une telle violence. Un garçon qui inspirait une telle dangerosité et qui, comment dirais-je, a exprimé sa colère volcanique, son impulsivité, son agressivité, tout du long. Et il y a aussi un autre aspect, en même temps, c'est son détachement par rapport à lui-même. S'il pouvait avoir envie de négocier quelque chose, on verrait la pente d'une réadaptabilité possible. Mais lui ne négocie rien. Il se fout de tout, il se fout de lui-même. Il est totalement froid et opposant et indifférent. Même indifférent à ce qui peut lui arriver. C'est de la psychopathie extrême. Pourquoi de la psychopathie? Parce que psychopathe, ça veut dire instable, impulsif, antisocial. La psychopathie, ça veut dire ça. Des experts les plus aguerris qui ont expertisé parmi les plus grands criminels connus français disent qu'ils n'ont jamais vu, rarement vu ou jamais vu un tel degré de psychopathie aussi jeune. Mais comment, avec un parcours de vie comme celui-là, comment est-ce qu'on peut finalement devenir autre chose que ce qu'il est devenu? Son père avait été très absent. Et ce qui est terrible dans le cas de Fawzi, c'est que je pense que c'est la mère qui l'avait maltraité. Et si vous voulez, chez les enfants qui sont maltraités par leur père, c'est sûr que c'est pas bien, ça, c'est évident. C'est sûr que ça entraîne des troubles de la personnalité, que ça entraîne de la rancœur, des sentiments de vengeance, mais on reste structuré. Alors que si c'est la mère qui inflige des mauvais traitements, ça veut dire que le lait maternel a tourné et que ça a tourné en venin. Et là, c'est le pire de ce qu'on peut infliger à un enfant qui ne peut pas se structurer à partir de mauvais traitements infligés par la mère. Ça laissera des traces indélébiles et des traces de destructivité profonde. Pour le docteur Michel Dubec, il ne fait aucun doute que l'enfance très douloureuse de Fawzi lui a laissé de profondes cicatrices morales. Mais aussi physiques, lorsqu'il a été ébouillanté à l'âge de 9 mois, lui laissant encore aujourd'hui des brûlures terribles. Cet aspect de son visage est quelque chose de très important parce qu'il vous affiche « faites-moi pire ». Et comme vous ne lui ferez pas pire, enfin on peut l'espérer, lui il va faire pire tout le temps. Il va toujours aller dans l'extrême. Il ne peut faire qu'une seule chose, c'est que je vais vous montrer que je suis pire que ce que vous voyez. Il y avait quelque chose qui revenait aussi beaucoup, c'était que il était monstrueux. Et je me dis que si on vous renvoie à une image de monstre,
vous avez plus facilement la possibilité, la capacité d'accomplir des actes monstrueux. Si tout le monde dit de moi que je suis un monstre, je peux accomplir des actes monstrueux sans aucun filtre, sans aucune retenue. C'est pas grave parce que c'est ce que je suis. Le monstre, ça n'existe pas. Fawzi, c'est un être humain qui accomplit des actes monstrueux. Il arbore sa cicatrice qui est lui-même. Lui-même est une cicatrice. Et même quand on dit c'est une cicatrice, c'est qu'on est un peu optimiste. Il faudrait dire plaie purulente. Il est une plaie purulente vivante. Fawzi est un adolescent complexe, torturé, au point de violer à l'âge de 16 ans des personnes âgées. Jean Aknin, 69 ans, Viviane, 88 ans, et un homme et une femme de 78 ans et 80 ans à qui il a laissé la vie sauve. Des victimes de sexes différents, mais qui ont pour point commun la vieillesse. Et c'est justement cela qui perturbe dans cette affaire. Fawzi a d'ailleurs été interrogé sur ce point capital. Alors il dit j'aime les jeunes filles de mon âge. Il y a un de ses amis qui avait été interrogé, un de ses bons amis, et qui disait qu'il passait bien auprès des filles et qu'il était capable de draguer des filles de son âge et qu'il plaisait, y compris à des filles de son âge. Alors pourquoi Fawzi a-t-il violé ces 4 personnes âgées? Le docteur Michel Dubec a travaillé sur cette question. Alors, c'est un adolescent qui effectivement agresse et tue et mutile des gens âgés. Il faut perdre de vue la perspective sexuelle dans ses actes. Quand il viole, c'est pour faire pire. C'est pas qu'il a un motif sexuel, c'est pas qu'il a une envie sexuelle. Il a une envie surtout de sadiser. Le viol n'est pas l'aboutissement d'une pulsion sexuelle chez lui. La sexualité, il n'en a rien à faire. C'est l'aboutissement d'une pulsion destructive. C'est de la destructivité. Pour lui, son sexe à lui est une arme, tout simplement. C'est une arme destructive et il utilise celle-là pour infliger et pour faire pire à la victime. Il est dans la perspective de nuire, d'anéantir, de tuer sauvagement. Donc sauvagement, ça concerne les hommes, les femmes. Il a la frénésie du mal. Le meurtre n'est même pas le but de son action. Le but de son action, c'est de faire mal. C'est ça, Fawzi. Tout le temps, y compris dans l'examen. Dans l'examen, il vous fait peur, tout de suite. Il est totalement pulsionnel, c'est-à-dire qu'il ne parle pas. Il vous montre qu'il va vous détruire. Il vous le montre. Non, c'est un sujet... Bon, quand on n'est pas en sa présence, on ne peut y penser qu'avec commisération, avec pitié. Sauf que si jamais on est en sa présence, il vous montre que, surtout, ne me donnez pas votre pitié. C'est-à-dire qu'il vous fait peur et qu'il va vous trucider. Heureusement, des psychopathies extrêmes comme lui sont rares. sont rares. Moi, j'en avais jamais... C'est très simple. J'en ai jamais rencontré à ce point-là. Et j'en ai rencontré quelques milliers. D'ailleurs, le docteur Michel Dubec est très pessimiste sur l'avenir de Fawzi. Le destin de Fawzi, c'est la néantisation. Son projet, c'est de se néantiser, si possible de vous néantiser avec lui, mais sinon de se néantiser lui tout seul. Je suis le néant. Voilà. C'est-à-dire que je ne vois pas quelle solution positive on pourra trouver avec lui. Ni solution d'adaptation, ni solution thérapeutique, il n'y en a pas. Je veux dire, toute intervention d'autrui dans sa trajectoire est balayée par lui. Les experts en ont tiré la conclusion que c'était un psychopathe atteint de perversité. Ils ont dit qu'il restait dangereux et que sa place n'était pas dans la société. Par contre, il est parfaitement normal.
C'est pas quelqu'un qui est fou. Il est totalement responsable de ses actes, pas de maladie mentale, il est conscient de ses actes. C'est ça qui est terrible. Fawzi n'est pas fou. Il pourra donc être jugé pour les viols et les meurtres qu'il a commis. Son procès s'est ouvert le 5 octobre 2017 devant la cour d'assises d'Aix-en-Provence. Il se déroule à huis clos en raison de sa minorité au moment des faits. L'adolescent a désormais 20 ans. Nous sommes 4 ans après les faits. Et Fawzi reste campé sur ses positions. Il reconnaît avoir commis seul le viol et le meurtre de Jean Aknin. Mais il implique encore son ami dans le viol et le meurtre de Viviane. Fawzi était arc-bouté sur le fait qu'il y avait son ami qui était avec lui, qui aurait commis des faits contre Viviane. Il y a une très très grande frustration, puisque ce garçon est resté tout au long de l'audience mutique. C'est quelqu'un qui n'a pas ouvert la bouche, qui nous a même pas regardé, enfin, c'est même pas la peine qu'il vienne. J'aurais préféré entendre un peu plus ce jeune homme, ses motivations, ses explications, ses excuses. Enfin, on n'a malheureusement rien eu. Il dit rien, il dit rien, il dit rien. Il est dans le mutisme le plus total. Et il accuse toujours son ami. C'est là que je me dis, mais non, mais il faut faire un truc, quoi. C'est pas possible. Je peux pas partir comme ça. Hein. C'est impossible. Je tape l'épaule de mon avocat et je lui dis, fais-moi passer à la barre. S'il te plaît, fais-moi passer à la barre. Et donc, il s'arrange pour que je puisse venir à la barre. Et donc, on m'appelle à la barre. Je me lève et j'y vais. Et elle demande la parole, elle est déjà en larmes. Elle est déjà en larmes. C'est un personnage, cette Marlène. C'est un personnage. Elle avait une relation privilégiée avec sa grand-mère. Il faut savoir que Marlène a vécu avec sa grand-mère jusqu'à l'âge de 25 ans. Et c'est sa grand-mère qui l'a construite. Et qui a fait d'elle la femme qu'elle est maintenant. Une femme tout à fait extraordinaire. Je regarde le jury. Et puis je le regarde à lui. Et puis d'un coup, je me suis mis à le considérer, en fait. Je levais mes bras. Je lui dis, voilà, moi je suis quelqu'un de tatoué. Je suis gay. J'ai fait des bêtises. J'ai déjà fumé. Je sais ce que c'est que de boire un peu d'alcool. Je sais ce que c'est que de faire des conneries. Mais il y a une chose qu'on ne pourra pas jamais m'enlever, c'est l'amour que j'avais pour ma mère. Elle pleure, elle raconte, elle pleure, c'est terrible. Et puis d'un coup, elle se tourne et elle s'adresse à l'accusé. Je lui dis donc, s'il vous plaît, donc je lui parle, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez nous libérer, quoi, enfin, voilà, qu'on sache et puis qu'au moins, voilà, on puisse faire notre deuil. Je le mets au même niveau que moi, je lui parle comme... et en plus, je le vouvoie. Je me rappellerai toujours ça, je le vouvoie. Je le vois presque comme si je le respectais. À ce moment-là, c'est fou de dire ça, mais il est le seul à pouvoir m'apporter ce dont moi j'ai besoin. Personne d'autre pouvait m'apporter ce dont j'avais besoin, à part lui. Elle a su trouver les mots pour s'adresser à Fawzi. Ça a donné lieu à un beau moment d'audience. Je lui ai demandé une suspension d'audience. Donc il y a suspension d'audience. Juste après mon passage, on sort devant les assises d'Aix-en-Provence. Et je me rappellerai toujours, c'est Monsieur Berthy qui vient, donc son avocat à lui, et qui me dit « Il faut que je vous dise quelque chose. Vous avez touché quelque chose en lui. C'est pas croyable, il me dit. Et il va parler. Il va parler, ça y est, il va parler. Et il me dit ça avec... et je le sens, que je vois les larmes aux yeux. Je le vois avec les larmes aux yeux, parce que je le sens toucher sur... Tout le long, je le sens toucher de toute façon. Je suis un peu surprise quand même, mais à la fois, au fond de moi, je me dis, bon, on va voir ce que ça va donner, parce que je sais toujours pas ce qu'il va quand même nous dire, donc je suis encore quand même dans l'attente. Et donc on rentre. Là, il nous donne notre version. À la reprise, Fawzi a dit, écoutez, bon, c'est vrai, j'étais seul le soir des faits avec Viviane, et a présenté ses excuses, ou même si ça vaut ce que ça vaut, mais a eu un mot pour les parties civiles. Et ça, c'était important. Fawzi va reconnaître les faits. Il va reconnaître les faits non pas pour les magistrats de la cour d'assises, non pas pour les avocats partiels, non pas pour son avocat.
il va reconnaître les faits pour Marlène. Marlène a certainement touché chez lui un point sensible. Il y a un processus d'identification positive à Marlène et cette identification fugace a entraîné une réaction émotive positive de sa part. Et à ce moment-là, on l'a, c'est curieux, on l'a trouvé humain, Faouzi, d'un coup. Alors ça s'est arrêté vite parce qu'il n'est pas allé très loin. Après, il s'est réenfermé dans son mutisme. Mais cette reconnaissance-là, elle a été pour les victimes un moment de soulagement intense. Je pense que c'est quelqu'un qui aime sa mère. Et je pense très sincèrement que c'est quelqu'un qui a énormément souffert du manque de sa mère. Et je suis convaincue que les phrases que j'ai eues de l'amour que j'avais envers elle ont certainement dû susciter quelque chose chez lui, enfin, toucher quelque chose chez lui. Parce que pour moi, il n'y a rien, je veux dire, il n'y a rien qui le relie à moi pour pouvoir me devoir moi quelque chose, me donner quelque chose. À elle non plus. La seule chose que j'ai en commun avec lui, c'est l'amour maternel. Et c'est ça, moi, je pense, qui l'a fait parler. Parce que lui aime sa mère. Alors peut-être que je l'humanise trop. Mais c'est un humain quand même. Hein. Ça reste un humain. Qui fait des choses monstrueuses. À la fin de ce grand moment d'audience, entraînant enfin ses aveux, Faouzi s'est renfermé dans son mutisme. Après 5 jours de procès, le verdict tombe. Faouzi a été condamné 30 ans. C'était le maximum envisageable, mais mieux que ça. 30 ans, inscription au fichier des délinquants sexuels et rétention de sûreté. Rétention de sûreté, je crois que je ne l'avais jamais vu pour un mineur. C'est-à-dire qu'au bout de ces 30 ans, quand sa libération sera envisageable, il faudra qu'il passe devant une commission spécialisée qui devra dire s'il peut retrouver une place dans la société. Et quand cette commission ne dira pas qu'il peut retrouver une place dans la société, il ne sortira pas, il n'arpentera plus nos rues. On craint surtout qu'il ne recommence un jour. Avec une personnalité aussi explosive que la sienne, moi ce que je crains c'est qu'il ne commette de nouveaux faits. Il devrait sortir peut-être vers 40 ans, 45 ans. Enfin, qu'est-ce qu'on en fait? Comment celui-là peut-il être réinséré un jour? Je pense que c'est mission impossible. C'est terrible de considérer qu'il ne faut pas qu'un jeune homme, mineur au moment des faits, encore un gosse, regagne sa liberté. La société a besoin de garanties. C'est pas beaucoup plus compliqué que ça. Avec les réductions de peine, ce garçon, il pourra sortir de prison avant ses 40 ans. Et j'espère qu'on l'aura soigné d'ici là. Je le souhaite, mais je ne crois pas vraiment. S'il n'y a pas une prise en charge très très sérieuse à la sortie, je préfère pas imaginer ce qui va se passer, parce que après des années de prison, je pense pas qu'il s'améliore. Donc j'espère qu'à la sortie, il y aura du monde pour s'occuper de lui. Donc il faudrait vraiment que la justice là-dessus soit vigilante, très vigilante. Pour la famille de Viviane, il reste aujourd'hui un vide immense. Mais tous gardent en mémoire le sourire et la bienveillance de celle qu'ils aimaient tant. Ma grand-mère, elle avait ce don du pardon, quoi. C'est pardonner à tout le monde. Je la connais tellement, je sais tellement comment elle est, qu'elle dirait moi maintenant je suis bien là-haut. Et puis lui, elle lui trouverait certainement une circonstance atténuante. Ou peut-être elle dirait que c'est un petit malheureux et que... Avec du recul, elle dirait ça. Sur le moment, pas, mais elle dirait bah oui, c'est quelqu'un de malheureux, c'est quelqu'un qui a... Et puis c'est quelqu'un de fou. Voilà, c'est quelqu'un de fou. Et puis il y en a, c'est des fous. Et voilà, c'est pas leur faute, elle dirait. Ça, c'est sûr. Parce qu'elle était comme ça. Elle trouverait certainement quelque chose pour rendre ça moins horrible, en fait. Elle arrivait toujours à rendre les choses moins horribles. Elle n'apportait que du bonheur, elle n'apportait que du bon. Elle ne faisait que faire sourire les gens, c'était elle. Elle était tellement gentille que quand elle me dirait, bon ben voilà, moi je suis là et maintenant ça va, quoi. Et soyez heureux vous, quoi.